Donc, j'aimerais un petit peu votre analyse de ce que reflète l'affaire Epstein. Et on arrivera, et j'aimerais aussi vous interroger ensuite, mais déjà peut-être planter le décor de votre analyse sur le lien que pouvait entretenir Epstein avec certains réseaux. Mais peut-être déjà votre analyse de cette affaire qui explose aujourd'hui à la figure de toute une élite occidentale. Donc, d'abord, il faut comprendre le contexte. Tout à fait. Le principe de l'affaire Epstein, c'est que il y a un milieu dans la jet set de gens qui ont besoin de montrer qu'ils sont au-dessus des autres. Il faut bien comprendre cette psychologie. Et donc, comment montrer que l'on est au-dessus des autres? Eh bien, uniquement en faisant des choses qui sont interdites aux autres. Donc, vous avez eu en Belgique, vous avez eu une affaire de pédophilie il y a quelques années. L'affaire Dutroux, oui. L'affaire Dutroux. Vous en avez eu une en France qui était Oui. l'affaire Doucet. Là, vous avez quelque chose qui se passe aux États-Unis et qui concerne donc à la fois la jet set aux États-Unis et à l'échelle mondiale. Et il se trouve que à chaque fois qu'il y a des choses comme ça, pour qu'il y ait un silence et que ça puisse se développer, il faut que celui qui organise ça soit protégé par un service secret pour lequel il travaille. C'est très important ce que je dis. L'affaire Dutroux, c'est l'OTAN qui l'a organisée. Je l'ai écrit à ce moment-là. J'ai été un des témoins privilégiés de l'affaire Dutroux. Ah oui. L'affaire à Bruxelles, c'est pareil. En Belgique, c'est clair que le roi était directement concerné par cette affaire. Bon, Monsieur Epstein, lui, c'était un agent israélien. Et depuis très longtemps, et on le sait depuis très longtemps, vous savez que Epstein a été un agent pendant l'affaire Iran-Contra dans les années 80. Non, mais c'est intéressant, vous pouvez le développer. Oui, non, je ne savais pas. Donc, c'est lui qui a aidé à établir les liens avec les Iraniens, entre les Israéliens et les Iraniens, pendant cette affaire. Donc vous avez des personnalités iraniennes qui sont mêlées à cette affaire. Parce que le principe d'Epstein, comme de tous ces réseaux, c'est on offre aux gens c'est assez terrible à dire, mais enfin, bon, on leur offre de participer à des actes sexuels illicites, et après ça, on a un moyen de pression sur eux. Alors, Epstein, dans les dernières années, est devenu particulièrement un agent d'Ehud Barak, l'ancien Premier ministre israélien, et à ce titre-là, il a vendu les logiciels espions que l'on a vu se développer dans tout un tas d'autres pays, y compris en France, au Maroc, ou je sais pas, à Chypre, tout ça. Bon. Alors maintenant, nous sommes dans le moment de révélation où on entend que telle et telle personnalité sont impliquées dans cette opération. Mm-hmm. Donc l'attention du public va être happée par les crimes que ces gens ont commis, des crimes sexuels qui sont plus ou moins graves. Il y a toutes sortes de crimes sexuels qui ont été commis. Et ça va être un moyen pour leur cacher les crimes encore plus graves qu'ils auront commis au plan politique.
Je dis Ouais. encore plus grave parce que là, il n'y a pas une victime, il y a des peuples entiers qui sont leurs victimes. Si vous voulez, dans l'affaire Doucet, j'avais publié, moi, un document où j'expliquais que le pasteur Doucet était le responsable du transport de photographies euh, de très jeunes mineurs à un responsable nazi, français, nazi, un ancien de la FAN, qui publiait, lui, un journal où il y avait certaines photos, mais évidemment, c'était pas là qu'il y avait les pires. Il publiait un journal qu'on trouvait en kiosque. Hein. C'est quand même très, très bizarre. C'était un Mhm. journal qui était clairement pédophile et qu'on trouvait en kiosque. Et donc, j'avais expliqué que c'est lui qui faisait ce transfert et qu'à un moment, il a voulu plus d'argent que ce qu'on lui donnait. Il a posé des exigences et il y a eu une opération qui a été menée par l'Élysée, en fait, par les services, par le service de sécurité de François Mitterrand, et qu'il a enlevé. Voilà. Et ils ont été un peu brutaux, ils l'ont tué. Ouais. Donc, ce qui était grave dans l'affaire Doucet, c'était l'affaire pédophilique que ça révélait, et la police a fermé en France, ça n'a jamais été dit, hein, mais la police a fermé en France le plus grand studio de pornographie infantile que l'on connaissait en Europe. On n'en a jamais connu d'aussi important en Europe. Donc, ce studio était dans la Nièvre et une personnalité politique française de la plus haute importance euh, avait résidé dans le même bâtiment où il y avait ce studio. Mhm. Voilà. Donc c'est là que l'affaire a éclaté. Il faut bien comprendre, je l'ai écrit à ce moment-là, que cette personnalité que j'ai nommée, je ne le ferai pas aujourd'hui parce que je pense que ça aveugle quand je cite les gens comme ça. Cette personnalité était complètement tenue par l'OTAN. Oh, c'est une personnalité qui jouait un rôle international très important. Et c'est quelqu'un de très intelligent, de tout à fait remarquable, mais comme il était tenu par l'OTAN, il ne pouvait pas faire ou dire certaines choses Mhm. que sa fonction lui demandait de faire ou de dire. Là, ce que nous voyons avec l'affaire Epstein, pour moi, c'est la même chose. Si vous voulez, quand on nous explique que euh, la famille Lang ou la famille royale norvégienne ou voilà, des gens comme ça sont impliqués, ça n'est pas des choses que l'on dit en l'air. Mhm. Et j'insiste, vous avez deux enquêtes qui doivent être menées. Une sur la question criminelle et l'autre sur l'effet du chantage. Vous savez, en France, il y avait eu aussi l'affaire des... Je ne sais plus comment ça s'appelait, les, à la fin de François Mitterrand, le Parti socialiste s'est trouvé impliqué dans toutes sortes de malversations. Oui, l'affaire Urba, par exemple. L'affaire Urba, c'est ça, l'affaire Urba. Et dans l'affaire Urba, il y avait un studio euh, de Jean Manlaire qui était installé juste à côté de l'Assemblée nationale.
Et on invitait les députés à aller se défouler dans ce studio. Ça, c'est l'affaire Urba. Donc, on vous a parlé des détournements de fonds, mais on ne vous a pas parlé de, des parlementaires qui ont été amenés dans ce studio, qui s'y sont livrés à des choses. Alors, pour certains, c'était juste, ils se sont amusés, mais d'autres ont commis des choses qui étaient d'ordre pénal. Et à ce moment-là, il y avait des caméras dans ce studio et ils ne le savaient pas. Mais on a retrouvé ces vidéos. Donc on aurait pu mener cette enquête, mais on ne l'a pas fait. Donc il y a des parlementaires qui se sont trouvés objets de chantage et qui ont défendu des positions qui n'étaient pas vraiment les leurs, mais qui ont défendu des positions contre le peuple français. Bien sûr. Parce que ne vous laissez... Vous savez, on dit un train peut en cacher un autre. Hein, ouais, totalement. Mais un crime peut en cacher un autre, et l'autre est plus grand encore. Voilà, c'était il y a du chantage. Et donc, dans l'affaire Epstein, c'est pareil. Il y a un chantage lié à des réseaux pédocriminels, mais derrière, vous avez un système complet du fait de tenir des élites. Et c'est un service, en particulier le service israélien du Mossad, qui est derrière et qui, justement, joue les maîtres chanteurs par rapport à ces personnalités qui sont piégées par les réseaux Epstein, c'est ça? Absolument. Absolument. Thierry Messant, est-ce qu'en plus la personnalité et les orientations politiques d'Epstein, parce que vous parlez d'Ehud Barak, mais on a l'impression, quand on compulse justement les différents documents qui sont sortis la semaine dernière, c'est aussi le caractère, la proximité d'Epstein avec les milieux les plus radicaux, les plus extrémistes israéliens. Est-ce que on peut dire qu'il y a un lien justement entre cette galaxie Epstein et ceux que vous appelez par exemple les sionistes révisionnistes, c'est-à-dire est-ce que c'est cette même mouvance qui sont derrière les réseaux Epstein? Quand j'ai parlé de l'affaire Iran-Contra, à cette époque-là, c'était clairement les sionistes révisionnistes qui étaient les donneurs d'ordre. Donc il a toujours eu des liens dans ce milieu. Oui. Maintenant, je ne sais pas aujourd'hui ce que ça représente. Ça, je n'ai pas idée. Netanyahou, par exemple, il y a dans les documents, Netanyahou apparaît, mais les documents sont systématiquement biffés, effacés, ce qui fait qu'on n'a pas d'informations supplémentaires, alors que lui-même est certainement engagé, par exemple. Voilà, mais je n'ai pas d'informations, je ne peux pas vous dire. Donc, en tout cas, vous confirmez que c'est d'abord, parce que vous avez entendu parler de cette blague, comme quoi Jeffrey Epstein était un agent du FSB. Donc, vous confirmez bien que c'est un agent du Mossad et qu'il a été formé il y a fort longtemps. Il y a très longtemps. Il a travaillé au moins depuis les années 80 pour le Mossad. Ça, c'est sûr. C'est indiscutable. Vous avez plein de livres qui le citaient déjà dans l'affaire Iran-Contra. On ne faisait pas attention. Monsieur Epstein, c'était un homme riche, c'est tout ce qu'on savait. Mais alors, il était extrêmement proche du cœur même du pouvoir. Alors, c'était vrai de Clinton. Est-ce que c'était vrai de Trump aussi? Enfin, moi, les documents que j'ai vus, je ne vois pas ce qu'on reproche à Donald Trump là-dessus. Hein. Il s'est fait photographier avec ce personnage, il l'a fréquenté comme l'ont fréquenté la totalité de la jet set aux États-Unis. Et lui a fait son marché parmi cette jet set. Mais il n'y a rien qui puisse
conduire à affirmer qu'il a emmené Donald Trump dans ses affaires. Ça, c'est... Et vous parliez de l'affaire Doucet, mais alors le rôle de les cercles français, parce que ce n'est pas une affaire purement américaine, comme on essaie de nous le faire croire. Ah non, c'est une affaire internationale. Le cas de Peter Mendelssohn, par exemple. Oui. Je choisis Peter Mendelssohn pour lever un doute, parce que jusqu'à présent, dans la presse française, on dit que Epstein, c'était uniquement, il s'occupait de jeunes filles. Non, il s'occupait aussi de jeunes hommes. Il avait les deux. Peter Mendelssohn est publiquement homosexuel, il est marié avec un homme. Seulement, il a été le numéro 2 du gouvernement britannique. Il a été une des personnalités les plus importantes dans son pays. Oui. Et aujourd'hui, on découvre que il donnait des informations extrêmement sensibles à Epstein. Alors, en échange de quoi? Ça, c'est le volet pénal Oui. qui intéresse tout le monde. Mais ce qui est particulièrement grave, c'est qu'il a donné ces informations secrètes à Epstein. Et aussi des délits d'initié, d'ailleurs. Oui, parce que Epstein lui a demandé des informations sur des... c'était au moment de la crise économique de 2008 et il avait besoin de savoir comment le gouvernement britannique réagissait à cette crise économique. Et lui, il l'a su avant tout le monde. Donc, c'est des informations qui valent des milliards, ça. Et qui ont profité, qui lui ont profité à lui, mais qui ont d'abord profité à l'État d'Israël. Est-ce que la divulgation de ces informations va permettre le démantèlement de cette toile d'araignée? Ou bien est-ce que les services étant toujours là, puisque on dit Epstein, c'est un homme des services. Bon, peut-être que lui n'est plus, même s'il y a des soupçons d'exfiltration du personnage. Hein, dans les romans d'espionnage, c'est quelque chose de classique. Mais même si lui n'est pas là, par contre, les réseaux qui sont à l'origine de la plupart de ces activités sont toujours bien présents. Est-ce que ça met en lumière? Ce sont des réseaux qui, en général, aiment travailler dans l'ombre. Ils n'aiment pas la lumière. Oui, ils n'aiment pas la lumière. Et moi, l'expérience que j'ai eue dans l'affaire Doucet en France, c'est qu'il n'y a jamais eu de poursuite engagée contre les gens qui faisaient l'objet de chantage. Ah, voilà. Et j'en connaissais personnellement plusieurs. Et oui, parce que c'est pas tant le fait d'être soumis à un chantage qui est répréhensible, c'est qu'est-ce que obtenaient les maîtres chanteurs justement de ceux qui le faisaient chanter. Oui. Et ça peut être répréhensible. Divulgation d'informations, de secrets. Absolument. Donc, est-ce que je repose la question, est-ce que la divulgation de ces documents et des documents qui vont suivre vont, en quelque sorte, par ce dévoilement, permettre justement de mettre à bas l'ensemble de ces réseaux et ceux qui se trouvent derrière, dont justement ces milieux de sionistes révisionnistes, d'Israéliens liés à l'État d'Israël? Aux États-Unis, il y a un grand précédent. C'est pendant la guerre du Vietnam. À cette époque-là, la CIA avait organisé un système identique où elle offrait des services sexuels à des parlementaires et après, elle pouvait compter sur ces parlementaires chaque fois qu'elle voulait faire passer quelque chose. Eh bien, à cette époque-là, la CIA a commencé à utiliser
à faire tomber certains de ses parlementaires dans des affaires pédophiles. Et ils ne pouvaient pas le faire aux États-Unis. Ils l'ont donc fait en Asie et ils ont organisé des voyages de ces parlementaires dans les pays où ils faisaient ça, particulièrement aux Philippines. Ça a été très documenté, mais c'est comme ce que vous dites là, les noms ont été biffés. Donc il n'y a jamais eu d'éclaircissement sur cette affaire. Et c'est une affaire colossale qui a été menée. Vous savez, ils avaient transformé les Philippines, c'était devenu un bordel à ciel ouvert, tout le monde le sait. Mais c'est parce que c'est la CIA qui avait commencé ça là-bas. Donc, moi, je pense qu'il n'y aura pas de nettoyage du problème. Je pense même que ces choses-là ressurgissent régulièrement. Oui. Oui, c'est toujours le même type de corruption. Et là, de corruption sexuelle. Et il y a Israël, il y a la CIA, bon, c'est l'imbrication des deux services, on la connaît, c'est pas nouveau, et même les liens avec l'Ukraine, finalement, aussi. C'est la même engeance, ce sont les mêmes, finalement. Mais là, ça c'est un autre problème, c'est le fait que dans les opérations secrètes, il y a peu de gens qui sont capables de mener ces opérations. Et ces gens travaillent dans différents pays sur différents dossiers. Donc, les donneurs d'ordre initiaux de Jeffrey Epstein, c'est clairement la frange sioniste révisionniste au sein du Mossad. Les anciens d'Isaac Shamir. Ça, c'est important, oui. Voilà. D'accord, les anciens d'Isaac Shamir. Oui. Voilà, c'est ces gens-là qui ont mené cette opération. Alors aujourd'hui, dans les mains de qui est-ce que c'est organisé? Il y a des successeurs, mais on est en droit de penser que c'est toujours le Mossad qui tient ça, même si la seule personnalité que l'on connaisse de cette affaire, c'est Ehud Barak. C'est ça. Qui lui est un homme de gauche très différent. Oui, tout à fait. Mais le Mossad est par ailleurs toujours impliqué en Ukraine. Je vous ai expliqué en détail les fois précédentes que les sionistes révisionnistes sont des alliés historiques des néo-nazis en Ukraine, puisque pendant la guerre mondiale, ils travaillaient ensemble, ces gens-là. Et ils ont continué à travailler ensemble après la guerre mondiale. Donc qu'aujourd'hui, il y ait des liens, c'est la logique. Alors, en plus, vous savez qu'en Ukraine, ce que nous considérons comme des crimes sexuels est quelque chose d'assez fréquent quand même. Oui. Oui, avec des traites, avec aussi du trafic. Oui, oui. Donc, il est normal que ces réseaux s'emparent de ce trafic. Vous ne pouvez pas empêcher ça, c'est la logique. Donc, moi, je pense qu'il faut regarder les choses différemment. Il faut vous dire, si vous êtes impliqué en politique, vous devez anticiper le moment où vous allez tomber dans un truc comme ça. Vous devez surtout vous protéger de tout ça. Oui. Et tous les services secrets dans le monde entier pratiquent ça, mais à des échelles différentes.
Non, c'est moi, quand j'étais en Union soviétique, quand je suis revenu d'Union soviétique, j'ai reçu une lettre Mhm. en France avec une photo d'un jeune homme dans une position, je ne vais pas vous décrire, mais Ouais. et j'ai reçu cette photo. Il y avait une lettre disant je me souviens de notre nuit ensemble. Et il y avait tout un tas de détails. Bon, moi, ce que je me souviens, c'est qu'on n'avait pas eu de nuit ensemble du tout. Mais il racontait ça et c'était une manière de me tendre la main. Donc, si j'avais manifesté la moindre, la moindre appétence pour son invitation, bah, j'aurais été pris dans je ne sais quoi, hein. Donc, ce problème, il existe en permanence. Et la totalité de nos hommes politiques y est confrontée. Alors, si vous ne faites pas attention, euh, on vous propose quelque chose de très facile et après, il y a autre chose et autre chose et autre chose et voilà. Ben, les gens le savent, hein, c'est la tentation, parce qu'ils le savent bien que de toute façon, ils risquent d'être pris. Mais c'est plus fort qu'eux. Moi, je vois que ça. Vous savez, il y a deux manières de manipuler les gens très faciles. C'est le sexe et l'argent. Voilà. Mhm. Et Epstein utilisait les deux. Mais oui, mais oui, mais oui. Avec un art consommé, quand on voit le nombre des personnes que je n'appellerais même pas que je n'appellerais pas ses victimes, que j'appellerais ses complices. Mais si vous voulez, quand Jack Lang dit qu'il voyait juste un mécène, voilà, et c'est pas un crime de fréquenter un mécène. C'est pas un crime de fréquenter un mécène, mais quand vous acceptez, supposons uniquement que vous acceptiez de l'argent, encore de l'argent, toujours de l'argent, il y a un moment où vous ne serez plus libre. Bien sûr. Bien sûr. Ça fait partie de ces éléments sur lesquels il aura peut-être à s'expliquer, espérons-le. Mais on est d'accord que, comme vous le dites, et c'est ce que moi je crains, pour conclure sur ce sujet, Thierry, c'est que l'éclaircissement final n'arrive jamais. C'est-à-dire que vous avez des informations qui ressortent comme des parties émergées d'iceberg, mais le reste va perdurer sous d'autres formes, avec d'autres acteurs. Sans parler de tous ceux qui sont en activité aujourd'hui et qui sont toujours tenus, parce que Epstein n'est plus là, mais les services qui sont derrière le sont, et ils ont les photos, ils ont les vidéos, Absolument. ils ont les documents, Absolument. toujours. C'est ça qui compte. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Oui. C'est ça. Exactement. Bien. Alors, il nous reste une trentaine de minutes d'échange. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur les derniers articles que vous avez produits dans Voltaire, dans Réseau Voltaire, voltairenet.org, plus précisément, et qui me paraissent tout à fait intéressants, entre autres sur la relation entre l'Union européenne et les États-Unis de Donald Trump. Comment l'Union européenne cherche, on dit bien, et vous dites bien Union européenne, vous ne dites pas Europe, Ah non, surtout pas. c'est-à-dire les Européens, mais les États de l'Union Oui, je européenne. rappelle que l'Europe, ça comprend la Russie. Bien sûr. L'Union européenne s'est construite contre la Russie, depuis le début. C'est ça, exactement. Et donc, cette Union européenne doit se recomposer par rapport à la nouvelle politique américaine, nouvelle théorie, nouvelle pratique stratégique, en particulier telle qu'elle est impulsée aujourd'hui par Donald Trump. Et ce que vous expliquez, c'est assez lapidaire, si j'ose dire, c'est-à-dire que de toute façon, l'Union européenne fait toujours la même chose dans ces cas-là,
il se recompose par plus de fédéralisme, vous l'expliquez, c'est ça, et 2, par plus de soumission aux États-Unis d'Amérique. Ça risque d'être le cas encore cette fois-ci. Ils ne savent pas agir autrement. C'est comme ça qu'ils font depuis leur création. Ils sont incapables de penser autrement. Donc, je dis, c'est ça leur réflexe. Toujours plus de fédéralisme et toujours plus de soumission aux États-Unis. Donc, c'est ce que nous avons vu dans l'opération au Groenland. C'est incroyable cette affaire, puisque on nous a dit qu'il s'agissait d'assurer nous-mêmes notre sécurité au Groenland et que de mettre dehors les États-Unis. Mais nous avons fait exactement le contraire, puisque l'accord qui a été signé avec les États-Unis ne l'a pas été par des États européens directement, mais par l'OTAN. Donc c'est un accord de soumission. Comme l'OTAN, toute la hiérarchie de l'OTAN, ce sont les États-Unis qui dirigent. Ce sont des généraux des États-Unis qui dirigent nos armées aujourd'hui. Lorsque vous saluez votre supérieur, eh bien votre supérieur final, c'est un général des États-Unis. La totalité des armées françaises sont à la botte des États-Unis. Vous ne pouvez pas dire que vous allez défendre votre pays lorsque votre armée est au service des États-Unis. Bon, je termine cette parenthèse. Ce que l'on a fait, c'est que on a dit la sécurité du Groenland va être assurée par des troupes européennes. Oui, sous commandement des États-Unis. Donc, nous avons accepté ce que les États-Unis nous demandaient. C'est tellement confondant. Si on voulait être indépendant, qu'est-ce qu'on aurait fait? Qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait commencé par dire le Groenland appartient aux Groenlandais. Oui, et non aux Danois. Et pas aux Danois, il appartient aux Groenlandais. Le Danemark est l'autorité de tutelle, mais ça n'est pas autre chose. Donc c'est le vieux réflexe des colonisateurs que vous dénoncez là, oui. Mais oui. On considère que le Groenland est toujours une colonie européenne et dans ce cadre-là, on place le Groenland sous la sécurité de l'OTAN que nous allons assurer à nos propres frais. Donc là, il y a la soumission, en effet. Là, je vois où est la volonté aussi de jouer le fédéralisme européen, puisque vous avez bien vu que d'autres pays, que le Danemark, va justement chercher à renforcer ses positions au Groenland, alors que ça ne concerne pas directement quand même les intérêts supérieurs de la France. Oui. Et vous savez, en ce moment, il y a des débats à Bruxelles sur l'armée européenne. Et alors, les Espagnols disent il faut créer une armée européenne indépendante des États-Unis. Ah ça, Kaja Kallas a clairement dit, il n'en est pas question, pas plus tard qu'hier encore. Voilà. C'est simple. L'Union européenne n'assurera jamais l'indépendance des Européens. L'Union européenne, depuis sa création et jusqu'à hier, a dit et répété qu'elle est au service des États-Unis. Alors. Donc ça, c'est le versant « je me soumets ». Oui, c'est « je me soumets », mais l'Union européenne est au service des États-Unis en pensant
aux intérêts des classes dirigeantes françaises. Depuis quand on a créé l'Union européenne, normalement, les Européens auraient dû dire non. Mais c'était juste après la Seconde Guerre mondiale. On a dit, voilà, nous allons vous aider à reconstruire les États de l'Europe occidentale, mais en échange, vous allez créer une communauté charbon-acier, ce qui est devenu les communautés européennes, puis l'Union européenne. C'est clair, oui. Hein, et vous allez créer cette communauté charbon-acier et vous allez vous mettre au service des États-Unis. Et il s'agissait de lutter à l'époque contre l'Union soviétique. Il y avait encore l'Union soviétique. Il s'agissait de lutter contre l'Union soviétique. Alors, les dirigeants européens qui étaient terrorisés en pensant qu'ils avaient perdu une partie de leur fortune avec la guerre mondiale et qu'ils risquaient de perdre le reste de leur fortune avec l'arrivée des communistes au pouvoir, les communistes qui étaient majoritaires en France, je rappelle, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est le Parti communiste français qui était majoritaire. Donc, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Eh ben, toutes les classes dirigeantes de toute l'Europe se sont précipitées auprès des États-Unis pour dire oui, construisons la communauté charbon-acier. Et c'est ce réflexe qui existe toujours. Les classes dirigeantes, en fait, ne pensent qu'à elles-mêmes. Alors, je dis, je parle de classe dirigeante, je ne parle pas des dirigeants. À titre individuel, il y a beaucoup de gens qui sont patriotes avant de défendre leurs propres intérêts. Mais quand on les regarde en groupe, eh bien, le groupe qui dirige ce pays cherche à défendre ses propres intérêts et n'a rien à faire de ce que vit le reste du peuple. Oui, ça c'est évident. Mais alors, le réflexe est donc de se soumettre et d'accroître le fédéralisme, en tout cas. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans la logique de Trump. Ah, mais pas du tout. Pas du tout. Alors, ce qui est assez extraordinaire avec Trump, c'est qu'il n'est pas intéressé par la poursuite de l'Union européenne. Lui, ce qu'il souhaite, c'est avoir des partenaires économiques avec qui il puisse discuter et faire des affaires. Mais il se rend très bien compte que l'Union européenne n'est pas un partenaire économique. Bien sûr, l'Union européenne, c'est un ensemble économique très important, le premier au monde, mais depuis que c'est un ensemble cohérent, et depuis qu'il continue à s'agrandir, en fait, il ne produit plus. La production européenne est en chute constante. Il y a toujours un peu de production, mais c'est en chute constante et l'Union européenne est bien loin derrière ses rivaux. Donc, ça n'est pas intéressant de faire du commerce avec l'Union européenne. Il vaut mieux faire du commerce avec chacun des États européens. C'est l'histoire qui nous apprend ça. Vous savez, le moment où l'économie était florissante en Europe à la Renaissance, par exemple, c'est quand en Italie, toutes les villes italiennes étaient rivales les unes des autres. Donc là, voilà, Florence, Rome, Milan, tout le monde se crapahutait les uns contre les autres, mais il y avait une production absolument phénoménale au point de vue économique et au point de vue artistique. Eh bien, nous n'avons plus de production. Notre production économique se casse la figure et notre production artistique, c'est absolument nul. Donc,
lui souhaite que les États reprennent leur puissance. C'est ça. Et nous ne comprenons pas ça parce que nous sommes, depuis 70 ans, des esclaves qui traînons la savate devant les États-Unis. Voilà. Oui, complètement. Oui, c'est tout à fait le problème, c'est-à-dire cette Union européenne. Alors, cette Union européenne est-elle dès lors condamnée du fait de la nouvelle stratégie américaine? Ah, moi, je pense qu'elle est condamnée et que son réflexe de poursuivre sur sa lancée comme une balle que l'on tire et voilà, elle continue tout droit, elle ne s'occupe pas, c'est juste avancer. Eh bien, ce fait-là va précipiter sa chute, puisque sa trajectoire était voulue à un moment donné par l'ensemble des acteurs, et donc elle continuait sa trajectoire, mais aujourd'hui, celui qui a impulsé sa trajectoire ne veut plus d'elle. Donc oui, ça va se terminer. Et ça va se terminer, à mon avis, assez vite. Bon, bien sûr, on peut assassiner Donald Trump et il peut y avoir des, des revirements de situation, mais la logique voudrait que ça se termine plutôt vite. À l'occasion de la fin de la guerre en Ukraine, peut-être, d'ailleurs. Oui, elle ne pourra pas survivre à la paix en Ukraine. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle fonce de tête baissée pour la continuation de cette guerre. Déjà. Si la guerre en Ukraine s'arrête, vous pouvez être sûr que l'Union européenne sera démantelée dans les mois qui suivront et que la totalité des gouvernements qui ont soutenu cette guerre ne seront pas réélus. Et c'est valable pour les administrations d'Emmanuel Macron. Donc on est peut-être, quand on mêle l'affaire Epstein avec cette guerre en Ukraine, ces éléments, on est peut-être au point de bascule du monde. Un basculement du monde occidental, en tout cas tel que nous le connaissions jusqu'à présent. Oui, alors Donald Trump, dans sa progression personnelle, depuis la période du Tea Party, Donald Trump a toujours voulu nettoyer le système aux États-Unis. Bon, il avait en tête que le problème, c'était ce qu'il appelait l'État profond. Et il arrive là à plus profondément encore à cette affaire Epstein. Nous, ici, on ne s'en rend pas compte, mais aux États-Unis, l'affaire Epstein éclabousse certainement des centaines de personnalités. Ce n'est pas 2 ou 3 personnes. C'est vraiment quelque chose de gigantesque. Et ça éclabousse aussi des personnalités chez nous. On l'a vu en France avec la famille Lang, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Tout à fait. Donc, je ne sais pas si Donald Trump pourra aller jusqu'au bout. Personnellement, je ne pense pas du tout qu'il soit impliqué dans cette affaire. Mais s'il l'est, ça se saura, croyez-moi. Oui, ça c'est évident. C'est évident. On ne pourra pas le cacher parce que Donald Trump est le fer de lance contre ce système. Donc s'il y a un moyen de le faire chanter, ça sera nécessairement visible très rapidement. Alors certains trouvent d'ailleurs qu'il est soumis à des chantages et que ça expliquerait une évolution de sa... Même si vous, je sais que ce n'est pas votre avis, Thierry, mais certains disent qu'il a évolué par rapport à son programme, par rapport au MAGA, par rapport à ce qui devait être ses engagements.
Et on voit bien, alors qu'il est à 2 doigts de déclarer la guerre à l'Iran, eh bien qu'il est probablement soumis à des pressions, toujours les mêmes. Alors, quel exemple de choses où il a changé? Eh bien, par rapport au fait qu'il se déclarait pacifiste, ou en tout cas hostile à toute guerre. Et on peut dire que ces derniers mois, il a procédé quand même à un certain nombre de bombardements, et pas qu'à des accords de paix, et qu'il est dans une position vis-à-vis de l'Iran, même si cette guerre ne s'est pas enclenchée, d'hostilité manifeste avec une armada considérable qui a été dépêchée au Moyen-Orient, par Il exemple. faut bien confondre qu'il est opposé à la guerre, mais qu'il n'est pas pacifiste. Mhm. Donc, il est favorable à des opérations militaires euh, extrêmement limitées dans le temps, mais il Mhm. est opposé à des guerres qui sont des opérations qui durent. Voilà. Donc, jusqu'à présent, il n'a pas livré de guerre. Il a livré des opérations militaires ponctuelles. Alors, certaines sont logiques et d'autres ne le sont pas, ça c'est un fait. Mais ça n'est pas un changement dans sa conception des choses. C'est un changement si vous n'avez pas compris ce qu'il disait, si vous n'avez pas bien écouté au début. Mais il n'a jamais dit qu'il ne ferait pas d'opération militaire. Mhm. Au contraire, au contraire. Et il a besoin de faire des opérations militaires limitées dans le temps pour donner l'impression qu'il a une très grande force militaire, ce qui n'est pas le cas. Les Ah, alors ça, États-Unis, c'est un article que vous avez écrit justement. Les États-Unis parviendront-ils à la suprématie militaire à laquelle ils prétendent? Et vous répondez clairement non. non, mais bien sûr que non. Les États-Unis sont une puissance en déclin, encore plus que nous. C'est une puissance qui est complètement prise à la gorge par des dettes incommensurables. À côté de ça, c'est rien ce que nous avons comme dette. Eux, ils en ont beaucoup, beaucoup plus. Et les grands programmes qu'ils lancent de réforme des armées, c'est du baratin. Il n'y a pas un début de réalisation de ce qu'il annonce. Le dôme d'or, la flotte d'or, tout ça, c'est des grands projets, mais ça n'existe pas. C'est uniquement de la communication, de la poudre aux yeux pour lui permettre d'avoir une certaine force, parce que il n'a plus d'armée réelle. L'armée des États-Unis, c'est un très grand nombre de gens, mais ça n'a plus aucune efficacité. Vous savez, nous sommes dans une époque qui est caractérisée par le fait que l'on met de l'argent là où il n'y a pas d'utilité. Le, c'est le même problème en France. En France, vous mettez de l'argent dans les hôpitaux, vous mettez de l'argent dans l'éducation, et vous avez une éducation absolument nulle, des hôpitaux qui s'effondrent. Plus vous mettez d'argent, plus vous mettez d'argent, moins vous avez de résultats. Comprenez bien ça. Plus vous mettez d'argent, moins vous avez de résultats. Le seul moyen d'augmenter les résultats, c'est de réformer les structures. Par exemple, dans les hôpitaux, si vous décidez que le personnel va soigner les gens au lieu de taper sur un ordinateur tous les jours, eh bien, tout d'un coup, vous aurez une explosion de la santé publique. Ça sera merveilleux. Mais vous devrez admettre que vous n'aurez plus la même manière de retracer ce que chacun a fait, de pouvoir faire des procès à l'un à l'autre. Non, ça ne sera pas possible parce que les gens seront en bonne santé. Voilà. Hmm. Pour revenir sur la défense américaine, Oui, euh, enfin la défense, l'armée, le ministère de la guerre, c'est d'ailleurs le nouveau titre oui, oui. du Pentagone. Eh bien, il y a cette volonté, que ce soit le Dôme d'Or, que ce soit la multiplication par 2 du budget militaire, de redevenir justement cette première puissance Oui. indéniablement dominant toutes les autres. Aux États-Unis, quand vous avez 6 personnes, je dis bien 6 personnes qui rentrent dans les armées, sur les 6 personnes, vous n'en avez qu'une seule
qui est capable de partir au combat. C'est incroyable. Sur 6 personnes, il n'y en a qu'une seule qui est apte au combat. Les autres font de l'administration, de toutes sortes de choses. Mais, alors, bien sûr, il y a des raisons d'être, hein. Mais dans une armée normale, sur, vous n'avez, c'est absolument inconcevable que vous ayez plus de gens inaptes au combat que de gens aptes au combat. Et le ratio est pas terrible. Ouais. Et là, il y en a 1 sur 6. C'est invraisemblable. Mais il y a une volonté de changer cela de la part que ce soit de Trump, d'Eitzek, Oui, hein, qui ont d'ailleurs oui, pointé du doigt, voilà, les obèses, entre autres. oui, ça fait beaucoup rire, mais c'est quand même une réalité. Vous avez au Pentagone une majorité, c'est pas exceptionnel, vous avez une majorité d'officiers obèses. Bon, donc, lui dit, c'est pas possible, je n'êtes pas capable de faire 5 pompes tous les jours, vous ne devez pas être au Pentagone. Euh, Ça paraît quand même la moindre des choses. Et il hum. est possible que un stratège très intelligent soit complètement handicapé, c'est tout à fait possible. Mais c'est une exception. Aujourd'hui, non, c'est normal. Euh, mais pour revenir sur l'Iran, c'est quand même là que tout se joue, c'est-à-dire, même si parce qu'on peut difficilement imaginer aujourd'hui un Trump faisant machine arrière. Or, on ne voit pas trop dans quelle direction vont les négociations qui doivent se dérouler à partir d'aujourd'hui à Oman. Ces négociations, en fait, on ne sait pas du tout sur quoi elles portent. Parce qu'il y a ce qui est dit publiquement et il y a peut-être autre chose qui se passe en tête à tête. Donald Trump, quand il a parlé de ces négociations au début, il disait qu'il fallait arrêter le massacre. Mais après, il a dit que les négociations porteraient sur le nucléaire. Il n'y a aucun rapport avec le massacre qui a eu lieu. Et il a dit que ça porterait sur les missiles. Mais il y a quel rapport avec avec le massacre auquel on a assisté? Aucun. Non. Il poursuit un but, mais nous ne savons pas lequel. Ce sera plus facile pour lui de l'atteindre si nous ne savons pas, c'est sûr. Mais Ça, c'est sûr. bon, nous devons être conscients que, de toute manière, ici en Europe, nous sommes complètement abasourdis par ce que nous avons vu en Iran, mais nous ignorons tout de ce qui s'est passé en Iran. Vous savez qu'en Iran, ça n'est pas le régime qui a assassiné 40 000 personnes, comme on vous le dit. Non, non, mais C'est ça, absurde. C'est c'est complètement absurde. absurde de dire ça. Vous avez eu en même temps une répression extrêmement meurtrière, nous sommes d'accord, mais ils n'ont pas tué 40 000 personnes, et une opération de Daesh. Et d'ailleurs, on vous a montré des incendies qui n'ont aucun rapport avec des manifestations antigouvernementales. Donc, vous comprenez bien que ça n'a pas que ce qu'on vous raconte ne décrit pas la réalité des événements. Donc, moi, je ne pense pas que les États-Unis vont attaquer l'Iran, tout Oui. simplement parce que s'ils attaquaient l'Iran, ils n'auraient aucun résultat. L'Iran a deux problèmes, vraiment deux problèmes très importants. D'abord, un problème culturel, qui est l'admiration sans borne de l'ensemble de la population pour le clergé. Ils n'ont pas eu
les guerres de religion que nous avons eues en France, ils n'ont pas eu le, la, la- la guerre civile contre l'Église catholique que nous avons eue au début du XXe siècle avec la loi de séparation des églises et de l'État. Au lieu de ça, ils ont un groupe de dirigeants religieux. Alors là, c'est pareil. Si je dis ce groupe, moi, des ayatollahs, j'en ai rencontré personnellement. J'ai discuté avec au moins une quarantaine d'entre eux. Sur la quarantaine en question, il y avait au moins 35 abrutis finis, mais vraiment des gens stupides. Et il y en avait quelques-uns qui étaient intelligents. Bon. Mais la dévotion populaire pour ces gens-là est la même qu'ils soient intelligents ou stupides. Je, je me souviens d'une réunion à Com avec des ayatollahs Ouais. où ils parlaient du fait qu'ils allaient exporter l'islam en Europe. Ils me demandent et comment ça va se passer en France? Je dis, mais c'est très facile d'exporter l'islam en France, mais vous devez faire d'abord quelque chose. Vous devez vous adapter à la culture française. Vous devez traduire l'islam en termes français. Je dis, oui, pas de problème, oui. Et je dis, bon, ben alors, commencez par faire des mosquées en style architectural français. Ah mais non, c'est pas possible, une mosquée, ça se fait comme ça. Non, si c'est la maison de Dieu, vous pouvez la faire dans un style architectural français. Alors, il y en a un qui a dit, mais oui, il a raison, évidemment, on doit faire ça. Et les autres, non, 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 non. Voilà. Donc, si vous avez des gens qui sont stupides au point de vous dire, en fait, on dit qu'on va exporter l'islam, mais non, on va exporter la culture iranienne et pas l'islam, eh bien, si vous avez des gens bêtes comme ça, vous n'aboutirez pas. Alors ça, c'est le premier problème. Et les ayatollahs que j'ai rencontrés, euh, la plupart d'entre eux, j'ai surtout vu des gens qui étaient préoccupés par bien manger et, et par leur confort et pas par leur peuple. Mais je rappelle, il y a des exceptions, elles sont très importantes, ces exceptions, mais il y en a. Et le second problème de l'Iran, c'est sa structure politique. Mhm. En Iran, euh, on, on a une culture où on veut donner une place à toute forme d'opposition. Donc, quand, quand vous entrez en conflit avec un pouvoir établi, Ouais. on crée une commission qui va être chargée de régler ce conflit. La commission va avoir tant de responsables du clergé, tant de responsables laïcs, voilà. Et puis au bout d'un moment, cette commission qui prend des décisions, elle entre en conflit avec, peut-être encore une fois avec vous, peut-être encore une fois avec le pouvoir établi. Alors on va créer une autre commission entre la commission et l'opposition. Et à la fin, vous avez 100 000 commissions, c'est absolument inconcevable. Et vous n'avez plus aucun moyen de prendre de décision. Et comprenez bien, nous avons aussi ce problème-là pour rire en France, où nous avons une multiplication des commissions qui sont chargées de, d'équilibrer des points de vue. Mais en France, en définitive, nous tranchons avec le pouvoir politique, pas en Iran. Et donc, si vous voulez réformer l'Iran, c'est ces deux points qu'il faut réformer. Et c'est Mhm. pas avec des bombes que vous allez changer ça. Certes. Certes.
Donc il n'interviendrait pas. Et pourtant, on le sent un peu bloqué, on le sent coincé parce qu'il a quand même dépêché cette armada. Alors ne pas intervenir, alors que d'évidence, il aura beaucoup de mal à trouver un accord de paix, à moins de revenir finalement sur ce traité qu'il avait déchiré de ses propres mains et qui pourrait, lorsqu'il est revenu au pouvoir, et qui pourrait finalement être une porte de sortie éventuellement pour lui. Oui. Alors, il pourrait bombarder symboliquement Oui, le comme d'habitude. ici ou un truc, voilà. Faire quelque chose sans intérêt où il y aurait 10 morts et on n'en parlerait plus. Mais non. Je crois pas qu'il fera ce genre de mise en scène. Enfin, il peut faire, oui, c'est possible, mais ça ne débouchera sur rien. Ce qu'il doit faire est d'une autre nature. Et je vous rappelle ce que je disais au début de cette émission. Oui, il a déchiré de ses mains le traité qu'avait signé Barack Obama sur le nucléaire iranien, nucléaire militaire qui n'existe pas et qui n'existe plus depuis 1978, non, depuis 1988, pardon, Mhm. qui n'existe plus depuis 1988, Mhm. mais qui peut ressurgir. Il y a une frange au sein du pouvoir qui veut recréer un programme militaire nucléaire. Ouais. Je ne pense pas qu'il ait pu le faire instantanément dans les mois précédents. Mais c'est vrai qu'il y a cette difficulté et que l'Iran a des scientifiques nucléaires de très haut niveau et en très très grand nombre. Bon. Mais on ne fabrique pas la bombe atomique comme ça. Il faut des engins, il faut des centrales, il faut construire du matériel qu'ils n'ont pas et qu'ils ne veulent pas avoir. Mhm. Alors, lorsque Donald Trump a déchiré ce traité avec l'Iran, il s'est à ce moment-là, dès ce moment-là, heurté aux personnes dont nous parlions, celle de l'affaire Epstein, qui avait mené l'opération Iran-Contra. Oui. Il y a des questions dans le chat sur aussi la position quand même, celle qui choque le plus concernant Trump, c'est la position qui est la sienne vis-à-vis d'Israël concernant Gaza. Oui, donc il a pris une position farfelue où il dit qu'il va reconstruire Gaza. La Riviera. Oui, oui, bon. Alors, premièrement, c'est pas fait. Deuxièmement, ce à quoi nous avons assisté de l'intervention de Donald Trump, c'est qu'on est passé d'un génocide à des petits massacres. Mais il n'y a plus, au moment où nous parlons, le génocide auquel l'armée israélienne s'est livrée pendant plus de 2 ans. Mhm. Donc, l'opération de Donald Trump, elle a été positive. Mais, pour le moment, n'ont toujours pas commencé les travaux de reconstruction et nous ne savons pas quand ils vont recommencer. Il faut voir. Pour le moment, ça piétine. Donc, ce téléspectateur a raison. Pour le moment, il ne fait rien. En tout cas, nous ne voyons pas ce qu'il prépare. On a l'impression qu'Israël est en seconde ligne aujourd'hui, que c'est l'Amérique qui est en première ligne. Est-ce que, Oui. quelque part, Trump ne s'est pas fait piéger quand même dans cette histoire? Ah non, il voulait que ce soit lui. Il voulait que ce soit lui. Non, il voulait que ce massacre s'arrête
il voulait que Je l'armée parle pas israélienne... seulement pour Gaza, là, je parle pour l'Iran plutôt, pour la situation au Moyen-Orient. Pour la situation au Moyen-Orient, il voulait que la stratégie de Benjamin Netanyahou des 7 fronts, cette stratégie s'arrête. D'accord. Et il y est arrivé. Pour le moment, Benjamin Netanyahou ne bombarde plus ni l'Iran ni le Yémen. Il ne bombarde plus en Syrie. Il le fait encore un peu au Liban. Mais en fait, au Liban, c'est pas des bombardements. Au Liban, il stérilise le sud du Liban avec du glyphosate. Hein, c'est le principe de l'agent orange qui diffuse là, si vous voulez. Il va rendre stérile le sud du Liban pour que personne ne puisse y habiter. Mm. Mm. Mais il a arrêté de bombarder des cibles militaires. Donc oui, les États-Unis reviennent en première ligne et d'un point de vue de Donald Trump, c'est évidemment mieux. Alors ça a deux raisons. La première raison, c'est que de cette manière, il a arrêté des massacres. Et la seconde raison, c'est qu'il espère que les États-Unis continueront à vivre et seront une grande puissance. Permettez-moi d'en douter, mais il se bat pour que les États-Unis restent une grande puissance et il a raison de le faire. Il a raison de le faire, mais en fait, oui, en effet, c'est le fond de votre article que je conseille sur voltairenet.org. Défense, les États-Unis parviendront-ils à la suprématie militaire à laquelle ils prétendent? Et vous dites qu'il ne faut pas être particulièrement impressionné par les rodomontades de Donald Trump sur ce sujet. Et vous savez, les États-Unis auraient dû être dissous en même temps que l'Union soviétique. C'est deux empires qui n'ont pas de raison d'exister aujourd'hui. L'Union soviétique, c'est terminé, mais les États-Unis, c'est encore un empire, et Donald Trump nous dit qu'il va s'étendre, puisqu'il dit nous allons absorber le Groenland, nous allons absorber le Canada, nous allons absorber Panama. Bon, bien entendu, il ne va rien faire de tout ça, mais il le dit. Hein. Et son obsession est de maintenir son pays en vie, comme Gorbatchev voulait maintenir l'Union soviétique en vie. C'est ça. Gorbatchev n'a pas réussi à le faire parce qu'il n'a pas réussi à changer la structure de l'Union soviétique. Il n'a pas réussi à mettre de la démocratie dans l'Union soviétique. Bon, il y a cependant l'exemple de la Transnistrie, qui était une partie de l'Union soviétique, une toute petite partie minuscule, qui, elle, a réussi à son échelle à devenir démocratique. Mais c'est le seul exemple d'un État issu de l'Union soviétique qui soit devenu démocratique, directement. Alors les autres le sont devenus progressivement, mais pas du jour au lendemain comme l'est devenue la Transnistrie. Et les États-Unis sont un État dont vous devez veiller, vous devez vous dire que à tout instant, ils peuvent se rompre. La Californie et le Texas peuvent devenir indépendants très très vite. Alors ça, c'est-à-dire que l'URSS s'est écroulé en deux temps. D'abord, démantèlement du pacte de Varsovie et puis finalement effondrement sur elle-même. Et ce que vous expliquez, c'est que l'OTAN va être démantelée par Trump et que la question qui va se poser ensuite, c'est est-ce que justement nous allons assister à un effondrement? Il faut comprendre l'angoisse du dirigeant qui est derrière. Oui, je comprends. Il est à la tête d'un vaste pays dont il a conscience que premièrement, il est endetté à en mourir. Si on lui demande de rembourser ses dettes, ça sera
la crise de 29 instantanément, son pays s'effondrera, ça sera la famine si on lui demande de payer. Alors, il doit donner l'impression qu'il est très riche, c'est pas la peine de lui demander de payer, c'est pas la peine, tout le monde sera remboursé, mais beaucoup plus tard. Voilà. Donc, il fait des rodomontades tous les jours, je suis le plus fort, tout ça. Et en même temps, il a conscience que ce qui fait que son pays en est arrivé là, ce sont ses structures, ce qu'il a appelé l'état profond. Donc, s'il veut changer ces structures et mettre de l'ordre là-dedans, il doit commencer tout de suite. Mais il doit être conscient que quand on touche à l'architecture, on risque de faire s'effondrer tout en même temps. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.